Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG ce mardi matin, merci de nous choisir. Vous informer dessous de l'actualité, c'est à travers cette émission suivie aussi à la télé tous les soirs à partir de 22h30. Au menu de les GG, on s'intéresse évidemment à l'actualité, au visa d'une évaluation objective du processus de préparation de l'élection présidentielle du 11 octobre. 7 des 8 candidats à cette compétition expriment de sérieuses inquiétudes et vont jusqu'à lever l'option d'un boycott du scrutin. Ils pointent des imperfections et de nombreuses anomalies qui demeurent à leurs yeux entières malgré la signature le 20 août dernier d'un accord censé permettre d'aller à une élection transparente et équitable. Qu'est-ce qui fonde leurs craintes qui vise cette démarche, entre autres des questions posées ce matin chez les GG. Dr Faya Milimono, il est président du BL, vous allez l'entendre ce matin chez les GG. On va s'intéresser évidemment à cette autre actualité, les mutilations génitales féminines, une pratique qui a la peau dure en dépit de toutes les campagnes de sensibilisation et toutes les mesures les interdisant. En Afrique, les dirigeants du continent s'efforcent donc d'y mettre le holà, mais les résistances dues aux pratiques culturelles ancrées ont du mal à être rompues. On s'intéresse là-dessus ce matin avec le docteur Maurice Sanda Kouyaté, secrétaire exécutif du comité interafricain de la lutte contre les MGF. Il va donc s'exprimer ce matin chez les GG. Et puis cette rubrique, les grands défis qui attendent le prochain président de la Guinée. Ce matin, on s'intéresse au secteur de l'économie et des finances. Quel est le constat de la gestion économique et financière de la gouvernance sortante? Qu'y a-t-il à améliorer dans cette gestion? Monsieur Mamadou Gandouba, juriste spécialiste en gestion publique et consultant à la société civile, il va s'exprimer ce matin chez les GG. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour mon cher Roby. Bonjour Roby. Allez, bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, ton micro n'est pas actif, Roby, je ne sais pas trop ce qui se passe. Allez, on s'intéresse. Vous le dites ce matin, Abaka Diallo, Jean-Marie Doré tourne Kazakh à nouveau encore. Et on a du mal finalement à saisir Jean-Marie Doré. Vous savez que l'homme s'est toujours laissé balancer au gré, disons, de la direction du vent et de ses intérêts. Une sorte de jouette politique. Vous savez, on l'entendait précédemment sur cette antenne il y a quelques jours où Jean-Marie Doré ne semblait pas avoir un langage assez cohérent, en tout cas, sur le soutien qu'on pouvait attendre de lui autour du candidat qui a été désigné au compte de ce regroupement de partis politiques qu'on appelait CEPAD. Ouais. Vous savez qu'au terme d'un processus de désignation, c'est M. Georges Antoine Gandhi Faragé Touré qui a été Tunkara plutôt, qui a été choisi par, il nous l'a rappelé, par le collège des sages de cette organisation, la CEPAD. Ouais. Finalement, Jean-Marie Doré a été incapable ce jour-là de nous dire qu'il va s'aligner et apporter tout son soutien à ce candidat. Ouais. Et nous avons été surpris hier d'apprendre que M. Jean-Marie Doré était au nouveau siège du RPG Arc-en-Ciel, au nouveau QG du RPG Arc-en-Ciel à BCA, aux côtés du chef de l'État, son vieil ami le professeur Fakonde, candidat donc à sa propre succession. Il a participé à une réunion donc préparatoire de la campagne. Au sortir de cette réunion, Jean-Marie Doré a été fait coordinateur régional de la campagne du RPG Arc-en-Ciel au niveau de la Guinée forestière. Il est également l'un des vice-présidents du Grand Présidium qui a été mis en place, vous le savez, sans blague, pour cornaquer la campagne du président Alpha Condé. Alors, on a du mal finalement à situer cet homme politique. J'ai dit que c'est son dernier, c'est son barreau d'honneur qu'il est en train de jouer. Ouais. Et il a finalement décidé de le jouer aux côtés et à l'ombre donc de son vieil ami, le président Alpha Condé. Avec ça, est-ce qu'on peut faire franchement confiance aux politiques, mon cher? S'il y a quelqu'un qui doit s'enorgueillir, s'il y a quelqu'un qui doit bien se taper la poitrine en ce moment, c'est notre ami Djibril qui lui avait posé la question et il s'en est fâché d'ailleurs, il s'en est pris, pas violemment, mais il a complètement nié le fait que Djibril le traitait de ne pas être quelqu'un politiquement stable, constant, mais ma foi, c'est
c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné, Jean-Marie Doré. C'est sa logique à lui. Après, c'est son choix aussi. Oui, mais c'est son choix. Les L'UPG n'a jamais été un parti stable. L'UPG a toujours tangué de gauche à droite. On a toujours qualifié Jean-Marie Doré de yo-yo politique dans ce pays. Et c'est clair que c'est ce qu'il nous démontre. Oui, mais dans sa dernière sortie, il nous a fait croire ici. Roby. Non, mais attendez. Il nous a fait croire ici qu'une certaine coordination avait pris des décisions du côté de la forêt pour désigner Georges Faragay Gandhi comme le candidat qui représente cette région-là. Ouais. On a traité cet acte de communautarisme et de régionalisme. Il a démenti cela. On l'a dit à Jean-Marie Doré qu'il n'avait pas de position claire puisque dans son discours, il n'a jamais soutenu ouvertement qu'il était pour Gandhi ou qu'il était pour le retour de Dadis ou qu'il était pour le retour pour le professeur Alpha Condé. Ça a toujours été comme ça. Il a toujours eu plusieurs langages en même temps et c'est toujours à la dernière minute qu'on se rend compte quelle direction il prend. Jean-Marie Doré est à l'article politique, Les grandes il est à la gueules. retraite, ne lui en voulait pas, il est en train de préparer sa retraite. Voilà pourquoi il n'a pas pu d'ailleurs se présenter à la présidentielle. Donc je veux dire Mais que... c'est facile de faire des raccourcis comme ça. Non mais je veux Roby, dire mais qu'il non. il va tout simplement là où Voilà. on peut plus le Mais bourrer alors le là, pas du portefeuille. tout. Tu Non, vas mais pas dire quand attendez. même que c'est l'immaturité politique, Ce mon n'est cher pas ami. l'immaturité politique, Mais justement. Mais justement, ce n'est Voilà. pas l'immaturité politique. Le problème aujourd'hui de Jean-Marie Doré, c'est que il faut faire des finances pour préparer la retraite. Vous n'êtes Et pas un il va- psy, Roby, Non, mais quand même. si, Mais alors là, pas du il tout. va là où on peut le bourrer le portefeuille le mieux. Eh bien, Les grandes gueules. Voilà. allez-y, Moussa Moïsi, là, votre analyse là-dessus, votre point de vue là-dessus, surtout, mon cher ami. Voilà. Mon point de vue, c'est que Ouais. Jean-Marie Doré, je pense que mon micro ne donne pas bien le son. Ouais, merci beaucoup. Mm. Jean-Marie Doré, je pense qu'il ne me surprend pas du tout. Moi, je voyais venir un tel agissement, oui, parce que à décortiquer son intervention de la dernière fois sur nos antennes, il a bien dit que c'était quelqu'un qui était très ouvert et qu'il allait là où il sentait véritablement que la Guinée pouvait bouger. Mhm. Il dit qu'il est du Lui, il centre. pouvait bouger. Oui, voilà, ça c'est son point de vue. Ouais. Que ce soit du côté de l'opposition, il irait, du côté d'Alpha Condé, si son intérêt y est, il va y aller. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il vient de confirmer qu'il va là où bon lui semble. Ben oui. Je pense qu'on ne peut pas trop Mais lui tenir justement, rigueur. voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas assez aussi, mais il y a au moins un ancien ministre de l'Environnement, ministre de l'Énergie, ministre d'État qui aujourd'hui rôde autour de Cellou Dalein Diallo, Papa Bah. Kole Kourouma. Bah oui. Mais on n'en parle pas assez. C'est clair. Je pense que la politique, elle est faite Ouais. de cela. Ouais. Elle est faite d'intérêt. Vous voulez y mettre un peu de morale, vous perdez votre temps. Les grandes gueules. Voir dans les agissements des uns et des autres une question Mais en même d'intérêt. temps, il faut Ce garder n'est un pas, peu de ce n'est pas, crédibilité non, quand mais même, la hein. crédibilité ne C'est vrai signifie que pas la politique la n'est pas crédibilité. statique, mais il y a au Écoutez, moins un peu de Mais quelle crédibilité. crédibilité tu la parles Mais on parle de crédibilité. Non, non, crédibilité. j'aimerais vous dire Vous-même, une vous chose. dites ne pas Je vous comprendre. donne une. Les je- grandes non, gueules. je vous donne mon point de vue. Ouais. La crédibilité en politique ne signifie pas mourir dans l'opposition Eh ben, ou justement. mourir Non, au dans centre le discours, ou en tout cas. mourir comment on appelle, dans une sorte de bataille à n'en pas finir contre le pouvoir. La crédibilité en politique dépend des intérêts que l'on développe. Je pense que Jean-Marie Doré a vu là où il pouvait mieux se sentir, quitte aux citoyens de lui faire confiance ou pas, quitte aux électeurs de croire qu'il peut les pousser à voter pour le champion du Les grandes RPG. gueules. Je pense qu'on ne peut pas trop lui en tenir rigueur. Ce qu'on peut regretter, c'est que quand même dans notre pays, on aimerait voir des politiques qui prennent des prises, qui ont des prises de position basées sur autre chose que sur leur intérêt personnel. Ouais. C'est ce qu'on ne voit pas. Ouais. Non, mais- Basé sur autre chose que leur intérêt personnel, Mm. basé sur une certaine conviction, même si je pense qu'on ne peut pas avoir une conviction rigide en politique. Ce que je souhaite que l'on dise clairement, c'est que quand on a une position en cœur, qu'on puisse l'extérioriser. Jean-Marie Doré l'a démontré. On ne peut pas trop lui en tenir rigueur. Et Il va- on pouvait entendre Mais ça attendez, d'ailleurs hein, dans ouais. son intervention la dernière fois ici Il sur a- il- Espace. il a été- il a- Voilà, il il a a été dit que le très clair. président c'est son pote, c'est son C'est ami. clair. Et voilà quoi. Il a dit c'est mon camarade. C'était Ouais, pas, ouais, c'était ouais. pas exclu Les aussi. grandes gueules. C'était pas exclu qu'il fasse la même chose du côté de Cellou Dalein Diallo. On Bien. aurait eu les mêmes critiques non, mais à son attends, égard. Merci beaucoup. Allez-y, Mais au Tamba. moins une chose reste Non mais claire. on peut Une pas lui chose- faire des non. critiques s'il allait Une s'il allait chose- vers l'opposition Non, parce non, que depuis Les quelque grandes temps gueules. Non. il était du côté de l'opposition. Non. On a vu Jean-Marie Doré participer à certaines initiatives et démarches Oui. de l'opposition. Ça Donc prouve- finalement à la suite de Kassori, de Big Up et que sais-je encore, finalement ils vont tous Voilà. tomber Et- dans le grand panneau de M. Alpha Condé. Et vous avez vu, Au moins- vous avez vu Absolument. venir ça. hein. Absolument, ouais. Une Voilà. chose reste claire au moins, je finis rapidement. La forêt n'a pas un candidat. Ça au moins j'en suis rassuré. Eh Et ben. c'est bien pour la paix, c'est bien pour la démocratie que nous voulons beaucoup plus pluraliste. Moussa. Oui, Comment la Eh forêt ben. n'a pas de candidat. Les C'est mieux grandes comme ça. gueules.
Allez-y, mon cher Tamba. Écoutez, Jean-Marie Doré avait dit qu'il est d'une opposition intelligente. Je pense que c'est parce que je vous suivais ce jour en sortant de l'ambassade, je suivais encore lorsqu'il était en train d'intervenir. Mais je veux dire à Moussa qu'un homme a dit que la politique ne s'encombre pas de morale, mais on ne peut pas la faire sans. Si vous allez à la politique sans aucune morale, et ce qu'on va déplorer par la suite, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui, ce caractère versatile et volage de M. Jean-Marie Doré, son inconstance en matière d'opinion. Est-ce une surprise pour toi? Non, pas du tout. Et je vais vous dire une chose. On parle de Jean-Marie Doré, mais il y a eu des cas avant. Mais bien sûr. Et ça me rappelle Napoléon Bonaparte, lorsqu'il dit qu'en politique, une absurdité n'est pas un obstacle. J'aime bien cette façon de dire les choses parce que ça dépeint assez le caractère des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous vous rappelez, M. Selou Dalen Diallo, sur l'épisode avec M. Moussa Dadis Camara, c'était un changement d'opinion, c'est un changement de langage. On se permet certaines choses, même certaines incongruités, simplement pour atteindre son but politique. Malheureusement, je vais vous le dire, on a besoin de personnalités constantes. On a besoin de politiciens constants sur lesquels on peut reposer. Le peuple... Non mais, Lamine, je vais vous dire une chose. On a un sérieux problème. Il n'y a pas de politiquement correct. Entre les politiques... Non mais écoutez, Lamine, je vais vous dire une chose. Entre les politiques eux-mêmes, il y a un problème sérieux de confiance. Comment nous inspirer, à nous, le peuple, de la confiance, si dans les opinions, dans les prises de position de nos propres politiques, il n'y a aucune constance, il n'y a aucune conviction. Tamba, ça, c'est un sérieux problème. Ça se passe comme ça, je suis désolé. Malheureusement, ce n'est pas l'idéal. Le partage de l'espace politique se veut basé sur les idées, les convictions, des directions qu'on se trace et qu'on suit. Je veux dire que dans tous les pays, il y a quand même des familles politiques. Je ne peux pas comprendre qu'il y a quelque temps, le même Jean-Marie Doré, quand il était... Mais laissez Jean-Marie Doré en paix, s'il vous plaît. C'est de lui qu'il s'agit. Tirer à boulet rouge sur le bilan du professeur Alpha Condé. Maintenant qu'il est dans le directoire de campagne, je veux bien l'écouter quel bilan il va défendre parce que c'est le même qui tirait à boulet rouge sur le bilan du professeur Alpha Condé. Je ne peux pas comprendre comment un homme, en l'espace d'une semaine, peut soutenir un candidat qui est opposé au président sortant et que 2 semaines après qu'il retourne ça ce n'est pas une première, il revient encore dans le local de Papa Coli, à un moment donné, qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous avez à présenter mais ne soyez pas étonnés, Roby sera royalement servi, en tout cas en termes de discours de soutien venant de Jean-Marie Doré au professeur Alpha Condé, parce qu'il s'est déjà engagé aux côtés de lui pour sa réélection. Il va forcément et certainement aller battre campagne en Guinée forestière et je pense qu'il trouvera dans le très fond de son imagination, de son génie politique, des arguments pour vanter le bilan d'Alpha Condé. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de miracle. Voilà. C'est aussi, si vous permettez, c'est aussi la ligne de démarcation entre le professeur Alpha Condé, parce que c'est un candidat qui a été assez stable depuis que nous le connaissons, assez constant. C'est une ligne de démarcation entre lui et certains opposants que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de ça. Je pense qu'il y a au sein de cette opposition des opposants constants. C'est par exemple Dr Faya Milimouno, c'est par exemple Lansana Kouyaté, mais je pense que l'exemple d'Alpha Condé est assez illustrateur et assez instructif lorsqu'on a des opinions et des ambitions politiques. Voilà, et c'est bien parti. Hier, déjà, le président, il était du côté de Kaloum pour inaugurer cet hôtel. Ben oui, c'est important. Un chantier. Absolument. Ah bon, c'est un chantier, Lamine. L'hôtel n'est pas encore fini, certes. Il y a cette façade. Il y a cette façade que l'on voit et qui fait croire qu'il y a une grande avancée. Certes, il y en a eu. Mais écoutez, Lamine, il s'agit d'un très bel édifice, mais il fallait quand même attendre que ce soit prêt. Ce qu'on a fait de Plaza Diamond, voyez aujourd'hui ce qui est en train de... Dernièrement, je passais par là. Rien qu'avec les pluies d'une seule saison, voyez ce que Plaza Diamond devient aujourd'hui. Ça n'a plus la même reluisance. Tu vois. Mais oui, ce que je suis en train de dire... À l'église, on appelle ça shaitan. Non, ça n'a rien à voir avec on ne peut pas faire de la politique partout. Allez-y. De mon expérience, je suis jeune certes, mais je n'ai jamais vu où on inaugure des chantiers. Ben quand même, Roby. Ben non, reconnaissez ça au président quand même, quoi. Ben voilà. Quoi? Reconnaître le fait qu'il est pressé d'aller inaugurer un chantier parce que nous sommes en période de campagne politique. Mais arrêtez. Le président pose des actes. On les voit. L'hôtel a commencé à sortir de terre, tout le monde le voit, on sait que c'est du concret puisqu'il y a du travail qui est en train d'être fait, mais on n'a pas besoin franchement d'aller inaugurer un chantier et faire croire au peuple qu'on a assez travaillé. Je veux dire que le bilan d'un président de la République, le peuple le ressent, il faut arrêter dans cette communication aveugle. Je pense que le président de la République
doit plutôt se baser sur ce qui est déjà fait. La dernière fois, on écoutait bien. Lorsqu'un président est tout le temps dans on va faire, il est dans la logique de la promesse depuis 5 ans. Il revient encore dans cette même logique de promesse. Finalement, vous c'est un opposant que j'écoute là ou bien c'est... Attendez, bien. Non, mais je ne sais pas. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le directeur... Roby, tu fais le constat, c'est ça ton rôle, point barre. Ben voilà, mais non, tu vois ce que tu fais justement. Je ne suis pas d'accord qu'on pousse ou que lui-même, il pousse ses collègues ou ses amis, je sais pas, son entourage, à aller inaugurer un chantier. Le cas emblématique, c'est bien ici, il a équipé, je vais pas revenir sur la langue de Tambazac. Allez-y, rentrez à l'intérieur de Plaza Diamond. Vous allez trouver que le travail n'est même pas encore achevé alors que ça a été inauguré. Mais oui, les maisons sont encore en train d'être construites. Moi, je déjeune tous les jours à la station à côté. Vous avez une vue là-dessus. Vous voyez tout le temps qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. C'est la même chose qui est en train de se passer du côté de cet hôtel-là. Au moins, l'inauguration de l'hôtel de Camayen, je suis d'accord, les travaux sont finis, on y habite, c'est bien, mais le président n'a qu'à arrêter parce que lui-même il a dit qu'il ne fera plus dans du matu vu, mais il est en train de faire le contraire. Eh ben voilà. Allez-y Moussa Moïse, s'il vous plaît, Tamba, allez-y. Rapidement pour dire que tout ce qui sort de terre, même si on utilise des capitaux étrangers, je pense qu'il faut s'en féliciter. Quand même, c'est quelque chose de concret. Personne n'a dit le contraire. Alpha Condé. C'est toi qui as dit le contraire. L'inauguration d'un chantier, je suis pas d'accord. Les travaux sont en train d'être faits, d'accord, mais on n'inaugure pas un chantier. Alpha Condé n'ira pas avec ses hôtels, il n'ira pas avec Plaza Diamond. Ce sont des capitaux étrangers qui vont peut-être bénéficier plus tard au peuple de Guinée. Je ne dis pas que dans le fond de la passation et tout ce qui s'ensuit, que tout est clair, que tout est rose, mais je dis au moins que c'est du concret, c'est visible. Voilà. Ce qu'il faudrait aussi... Inaugurer, ça veut dire quoi? Mon point de vue, c'est que j'aurais aimé que ces mêmes capitaux, qu'on puisse trouver moyen de les diriger vers tout ce qui peut toucher directement au bas peuple, c'est-à-dire les hôpitaux. On en manque assez, on en manque beaucoup. J'aurais été beaucoup plus heureux si c'était un chantier, un hôpital en chantier que le chef de l'État avait été visité hier. Ça m'aurait beaucoup plus fait plaisir. Franchement, je pense que tu es atteint d'un syndrome Moussa Moïse. Je voulais dire une chose. Le rubisme, il y a toujours le mais. Ben voilà, c'est ça le problème. Dans un pays... Pardon, Roby, attendez, continue Moussa. Dans un pays, quel que soit le secteur, il y a des priorités. Je ne dis pas que l'hôtel c'est pas bon du tout, c'est quelque chose, mais il y a aussi un besoin crucial en matière d'infrastructures sanitaires. Je pense qu'il faut aussi penser à diriger les capitaux vers ce secteur parce qu'on en a besoin. Ça viendra, Moussa Moïse. C'est ce qu'on dit. Pour avaler la pilule, ça viendra. Mais pour l'instant, on constate que ce n'est pas là. Voilà. Allez, Abakadelo. En fait, juste pour dire que de toute façon, il faut s'attendre à ce genre de coups médiatiques pendant cette campagne électorale. On en verra de toutes les couleurs. Je pense que le RPG Arc-en-Ciel va faire à profusion dans ce schéma-là, dans cette utilisation. Je pense que il est clair que c'est ce qui va sortir des terres à Kaloum, ça va contribuer à renforcer le boom hôtelier en Guinée, mais ça reste un chantier. C'est un chantier donc qui a été inauguré. Moi, je reste convaincu qu'il y a une dynamique dans le secteur, avec tous les hôtels qui sont en construction ou tous les projets qui sont dans le tiroir. Mais je pense qu'il est important de prendre tout son temps, d'achever les travaux et de meubler les hôtels, les nouvelles constructions avant d'aller à des inaugurations aussi folkloriques comme ça. Inaugurer, il faut arrêter le bling-bling politique. Inaugurer, ça veut dire ouvrir. Dites-moi que vous, ce matin-là, vous pouvez aller dans cet hôtel-là, réserver une chambre et passer... Les grandes gueules. Dites-moi, vous pouvez le faire. C'est bien. Vous pouvez le faire, le restaurant, il est ouvert, il y a des lits dans les chambres, il n'y a rien du tout, il n'y a que dalle. Je veux dire qu'il faut arrêter cela, il faut arrêter de faire du bling-bling politique. C'est vrai, la communication en période de campagne, d'accord, mais ça doit être une communication ciblée, intelligente, parce qu'on n'est pas bête, on comprend. Bien, allez-y Tamba. Je pense une chose, pour rejoindre en partie ce que Moussa Moïse disait tantôt. Écoutez, je pense que le président de la République n'a pas à se prendre la tête par rapport à ce qui est en train d'être fait. Ce qui est matériel est visible par tout le monde. On n'a pas besoin... C'est pourquoi c'est bien de savoir que c'est le mensonge qui a besoin d'être dit, pas la vérité. On voit et c'est palpable, c'est tangible, c'est intelligible. On n'a pas besoin de le faire. Maintenant, ce qui me dérange dans tout ça, ce n'est pas parce qu'on a inauguré en tant que tel, mais... La portée de ce geste est très importante. Il ne faudrait pas que l'on dise au peuple, c'est prêt, c'est inauguré. Au moment où ça ne l'est pas, en fait, c'est un mensonge politique. Et il y a à côté de ça, un autre instrument
taillé sur mesure pour faire cette propagande politique-là, c'est la RTG. Parce qu'ils ont ces caméras, ils savent quoi prendre, et c'est ce qu'on présente au peuple de Guinée. La RTG qui a une mission. Vous n'êtes de pas obligé de public. regarder la RTG. C'est pour cela qu'il y a la diversité. Non, mais c'est notre radio, c'est notre télévision. Les grandes gueules. Je pense qu'il faut faire attention à ceux qui passent sur cette antenne-là, Bien. parce qu'on a besoin que l'on nous dise ce qui est vraiment. Bien. Parce que moi, à chaque fois que je regarde la RTG, je dois prendre du Doliprane avant. Bien. Allez, bienvenue chez les GG. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et c'est jusqu'à 10h30 sur cette antenne, désormais espace disponible du côté de Kindia. Eh ben non, Cancan plutôt, sur 99 FM. Merci de votre fidélité. On fait un saut sur notre plateforme. Ça se passe là, GGO 8037, notre éditeur fidèle qui s'intéresse à l'émission ce matin. Je parle de l'AI Junior Condé qui nous écrit: si vous étiez intelligent aux grandes gueules, vous auriez compris où doit aller Jean-Marie Doré, qui vous a dit qu'Alpha Condé est son ami de longue date. Ça va, voilà, donc il enchaîne. C'est ça, Haute-Guinéen. Donc vous combattez l'initiative à cause de l'initiateur. Nous sommes fiers qu'il ait des hôtels pour accueillir les hommes d'affaires, pour construire les hôpitaux et autres. Voilà, donc c'est là Junior Condé qui nous envoie ce message. On reste là-dessus avec cet autre message de Mamadou Diana Kaba, voilà, qui nous dit: bonjour Lamine, je crois que nous faisons bien la tâche que le peuple nous a confiée. Voilà, c'est un RPGiste qui parle. Calmez-vous car ces réalisations montrent que le progrès est en marche, le peuple est avec nous. Voilà, Mamadou Diana Kaba qui nous envoie ce message. Domani Doré qui nous écrit ce matin: bonjour, rectificatif, Jean-Marie Doré est le premier vice-président du Présidium national de campagne en charge de la forêt, avec pour coordinateur régional la forêt Mohamed Garé, ministre des Finances, et secondé par le ministre parrain des préfectures. Elle enchaîne là-dessus. Je remercie le bon Dieu qui est désormais en Guinée. On inaugure des chantiers à la place du statu quo qu'a connu la Guinée alors. Donc c'est une preuve que le climat des affaires s'assainit malgré tout. Domani Doré qui nous envoie ce message en live. On continue avec d'autres messages reçus sur la plateforme GGO 8037. L'inconstance de Jean-Marie Doré qui est à l'origine de ces problèmes de notre Guinée, car il a très mal géré la transition. Donc c'est un auditeur qui n'a pas signé ce message. Lamine, s'il te plaît, laisse Roby aller au bout de ses idées. Bouba, le démocrate, qui nous envoie ce message. Voilà, c'est autre message qui dit Girassi, j'arrive pas à lire le message, voilà. S'il te plaît, dis-nous si Roby est opposant aux journalistes, voilà. Donc, un message qui est aussi clair que ça. Allez, on s'intéresse à notre invité ce matin, Abaka Diallo. Oui, dans cette rubrique, les grands défis qui attendent le prochain président de la Guinée, nous avons M. Mamadou Kando Ba, qui est consultant, qui est juriste et spécialiste de la gestion publique. Monsieur Ba, bonjour. Le micro qui n'est pas activé. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous sommes en train de sortir d'une gouvernance sous Alpha Condé. Vous avez forcément un regard sur la gestion économique et financière qui a été celle de cette gouvernance. Quel constat peut-on faire de cette gouvernance économique et financière? Merci. Tout d'abord, on va commencer à vous expliquer la physionomie économique de la Guinée telle qu'elle existe aujourd'hui. En 2000, quand on prend les différents chiffres macroéconomiques, si vous prenez en 2011, où le régime actuel venait, l'inflation était... Dans le micro, s'il vous plaît. Voilà, l'inflation était autour de 20%. Aujourd'hui, on se retrouve à une inflation d'un chiffre à 9%. Ouais. Donc, au niveau de la croissance économique est passée de 2012 à 12,9%, 2012 à 3,9%, 2013 à 2,3%, 2014 à 1,4%. Aujourd'hui, nous sommes à 0,7%. Là, c'est au niveau de la croissance. Vous avez l'épargne nationale qui est passée de 0,8% en 2011, qui se retrouve aujourd'hui à 12,1%. Donc, c'est pour vous expliquer un peu, parce que si vous prenez la dette est passée de 257 millions de dollars en 2012, qui se retrouve aujourd'hui à 83 millions de dollars. Donc, c'est de vous expliquer, il y a eu des efforts qui sont faits, mais aujourd'hui, l'économie guinéenne ne se porte pas très bien. Parce que si vous prenez l'inflation qui est à 9%, certes, qui est un chiffre, vous prenez la croissance à 0,5%, vous prenez la dette, certes, qui est à 83 millions de dollars,
vous vous rendez compte, quand vous prenez la définition de la récession et de la dépression, vous vous rendez compte actuellement la Guinée est en phase de récession. Mais elle n'a pas encore atteint la dépression. Mais elle peut l'atteindre si les 0,5% de 2015 ne sont pas conservés pour 2016. C'est-à-dire que la définition de la dépression, il faut une baisse brutale du PIB de 10% ou une baisse progressive de la croissance pendant 5 ans de suite. Ça, le soutien. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette baisse de la situation économique a été fortement frappée par la crise d'Ebola. Ouais. Parce que si vous prenez la situation économique 2012 et 2013, vous vous rendez compte les efforts macroéconomiques qui ont été rendus étaient considérables. Parce que là, la Guinée est partie de, comme je ne reviens pas sur les chiffres, mais en 2013, la croissance était autour de 3,9%. Okay. Donc, et cette croissance, dès que Ebola est venu, cette croissance est venue à 1,4% puis à 0%. Et ceux qui disent par exemple qu'Ebola n'est pas la seule cause, c'est possible, Ebola ne peut pas être la seule cause, mais c'est la cause fondamentale. Prenez la Sierra Leone. La Sierra Leone était à une croissance de 2 chiffres, 11% avant Ebola. Elle s'est retrouvée à une croissance de 6%, c'est-à-dire à un chiffre 6% en 2014 avec Ebola. Le Libéria était à 9%, mais le Libéria avec Ebola s'est retrouvé à 1,8% en 2014. Donc forcément, Ebola a dû... Avant Ebola, il y a eu les manifestations aussi. On a vu le ministre de l'économie et des finances, en tout cas, pointer un doigt accusateur aussi sur le contre-coup de ces manifestations, avec un chiffre allant jusqu'à 1000 milliards de baisse des recettes intérieures de l'État. Est-ce que tout cela aussi a contribué à réduire les marges de manœuvre de l'État? L'économie n'aime pas le bruit. Donc, quand il y a les manifestations politiques, donc les investisseurs se replient sur eux-mêmes. Ceux qui, par exemple, importaient des marchandises hésitent. Ceux qui sont en place thésaurisent leur argent, voire même hésitent. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, forcément, les manifestations ont dû contribuer dans le ralentissement de l'activité économique à l'interne. Mais ce qui est plus grave, d'où est Ebola devenu la cause fondamentale? Parce que quand Ebola s'est annoncé, vous vous rendez compte, par exemple, il ne faut pas qu'on perde un peu de mémoire, en 2012-2013, beaucoup d'investisseurs sont venus tâcher le terrain. Certains même ont relancé, vous connaissez surtout sur le secteur minier et autres, mais quand Ebola s'est annoncé, les gens ils n'ont pas hésité un seul instant pour quitter complètement. Ouais. Moi j'ai envie de comprendre Moussa, avant d'aller très loin, parce qu'il a commencé l'historique tout de suite, M. Ba, à dire quand le professeur Alpha Condé est venu au pouvoir dans les années 2011, il a fait l'historique jusque maintenant. Alors si on peut se référer, c'est un citoyen lambda qui parle, je parle comme mes auditeurs, à savoir un petit peu le chiffre idéal. Si on prend par exemple l'exemple sur Dakar, je vais dire sur le Sénégal, entre autres, on peut dire le chiffre idéal c'est quoi? Parce que à vous écouter ce matin, vous êtes fataliste là-dessus à dire nous sommes presque en récession. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là en ce qui concerne le chiffre idéal, en ce qui concerne la croissance? Bon, la croissance, je vous dis, aujourd'hui, elle est de 0,5%. Oui. Maintenant, il suffit de maintenir la croissance autour de 2%. 2%. Si on a la croissance autour de 2%, 3%, puisque la population augmente, le taux de l'augmentation de la population est autour de 3%. Ouais, mais vous avez parlé de 20% en 2011. Ça, c'était l'inflation. Ok. Donc, l'idéal, c'est de faire en sorte qu'il y ait une proportion entre l'augmentation du taux de croissance et l'augmentation de la population. Puisque la population augmente aux alentours de 3%, l'idéal, c'est d'avoir un taux de croissance autour de 3%. Bien. D'accord. Voilà. Rapidement, peut-être le micro, s'il vous plaît. Le climat des affaires aussi a peut-être joué un rôle. On estime que le climat des affaires en Guinée n'est pas assez assaini. Il y a aussi la production interne. Les unités industrielles, on n'en voit pas assez. Comment on peut expliquer tout cela? Parce que j'ai l'impression que Ebola, c'est l'accusé tout parfait. Bon, certes, d'abord pour produire, c'est-à-dire que pour produire, il faut investir. Donc il faut investir pour produire, commercialiser, pouvoir épargner. L'investissement nécessite un certain nombre d'éléments auxquels vous voulez faire allusion. C'est le cas par exemple de la sécurité. Un investisseur qui veut venir dans un pays a besoin qu'il y ait une sécurité. Deuxième, qui a un cadre juridique adéquat, qui a besoin de rencontrer une justice vraiment plus ou moins parfaite, c'est-à-dire qui traite de manière rapide mais aussi efficace les dossiers. Mais également, l'investisseur a besoin de trouver un endroit où il y a plus ou moins, ou presque pas de corruption. Les investisseurs n'aiment pas qu'il y ait des pots de vin, des trucs comme ça. Non. Ils viennent, le but d'un investisseur, c'est de créer la richesse, la rentabilité.
Donc, voilà les éléments auxquels il faut réunir pour encourager le climat de l'investissement. Vous parlez d'investissement, c'est assez intéressant. Le président de la République a même fait nommer un ministre en charge de ces grands investissements, le ministre Kassori Fofana. Ce serait intéressant de vous entendre sur la question des investissements, notamment à partir de la nomination de M. Kassori Fofana. Quelle en a été l'incidence sur l'économie guinéenne? M. Kassori est venu à un moment qui n'était pas propice. Parce que quand il a été nommé à la tête de ce ministère des investissements et partenariats publics-privés, la victime idéale. Voilà, ça a coïncidé aussi à cette maladie Ebola. Vous allez me dire à quoi ils l'accusent. Donc, moi personnellement, je souhaite de le voir à l'œuvre après Ebola. Ouais. Bon, parce que le rôle fondamental que M. Kassori doit avoir, c'est d'impulser la dynamique de l'investissement dans le pays. Ouais. Il faut qu'il y ait un dynamisme sur ce secteur. Parce que c'est l'investissement qui permet de créer la richesse. Et c'est l'investissement également qui permet d'employer. Aujourd'hui, plusieurs jeunes qui sortent chaque année des universités et qui attendent le premier emploi. Et l'État ne peut pas employer tout le monde. Il faut donc investir au maximum sur le terrain. C'est fondamental. Oui, mais est-ce qu'on ne met pas un peu les charrues avant les bœufs? Parce que lorsqu'on parle d'Ebola, j'ai l'impression que dans ce pays, bien avant 2010, il y avait de gros investissements et que après il y a eu cette chute liée à la maladie Ebola et que tout a capoté, alors que franchement c'est chimérique. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas mettre les charrues avant les bœufs? Parce que vous-même vous parlez du problème de justice, vous parlez de problèmes de corruption, vous parlez de problèmes des démarches administratives. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler ça en fond et après jouer sur la capitalisation de l'investissement que nous avons? Même si on met 10 millions de dollars ou 100 millions de dollars en Guinée, aujourd'hui, vu le climat, vu la corruption et tout ce que nous dénonçons là, est-ce que l'investissement peut être porteur? L'institutionnel et le structurel est-il approprié? Je voudrais vous signaler une chose, c'est que n'oubliez pas qu'à l'avènement de la République, la Troisième République, à l'avènement du professeur Alpha Condé, en 2011, n'oubliez pas que le pays était presque à plat. Quand vous prenez simplement les chiffres, l'endettement a été à plus de 250 millions de dollars. Le premier document de stratégie de réduction de la pauvreté a échoué. Parce que ce premier document qui a été mis en place en 2007, qui devrait courir pour 3 ans, il a fallu le reconduire pour 1 an de plus pour que le pays puisse atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le président, il a fallu d'abord remettre en place les relations économiques entre les instances de Bretton Woods, ouvrir le pays vers les autres économies. Donc, ce qui fait que quand il est venu, avec quelques actes posés, en 2012, beaucoup avec l'élection, vous savez, les partenaires, les investisseurs croient en la démocratie. Avec l'élection qui a été organisée, la plupart des investisseurs sont venus sur le terrain pour tâter le terrain. Vous avez vu Rio Tinto avec cette promesse d'investissement qui était extrêmement importante. Mais cela n'empêche que le point que vous avez soulevé est fondamental. Pour qu'il y ait véritablement un investissement dans ce pays, la justice doit jouer son rôle. Bien. Alors vous avez dit qu'à un moment donné, avant l'apparition du virus maudit Ebola, le pays avait connu une croissance autour de 3%, 3% et quelques. Alors expliquez-nous, est-ce que ce sont les réformes qui ont été engagées dans ce secteur-là qui ont permis d'atteindre ce point de croissance? Est-ce qu'on a parlé de l'unicité des caisses et d'autres réformes? Est-ce que c'est tout cela qui a contribué à ce résultat? Tout à fait. Dans un premier temps, il y a eu un effort dans la maîtrise des dépenses. Dans un deuxième temps, il y a eu l'accompagnement des instances de Bretton Woods. Ces instances ont accompagné la Guinée dans la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté. Donc le premier, le DSRP1, après il y a eu le DSRP2, ce document de stratégie a permis l'achèvement d'une stratégie PPTE. Et puis il y a un autre document, nous sommes actuellement dans le DSRP3 qui doit finir cette année en 2015. Il est prévu après 2015 qui est un plan de riposte contre Ebola. Donc ce plan de riposte qui va permettre de relancer l'Ebola. Il y a eu donc ces mesures. Deuxièmement, il y a eu la corruption qui a plus ou moins été maîtrisée. C'est fondamental. Il y a eu beaucoup de scandales quand même. En même temps, il y a le comité en charge de la lutte contre la corruption qui avait quand même dressé un bilan de 500 milliards de nos francs. En tout cas, si on en croit aux propos de l'ancien ministre Papakoli, 500 milliards de francs guinéens perdus dans de la corruption, dans des détournements, et rien n'a été fait. Le laxisme aussi a pesé dans ce secteur. Bon, moi je n'ai pas vu ce rapport, je ne peux pas avoir cette confirmation. C'est que je ne peux pas exclure qu'il y a de la corruption
Vous ne pouvez pas évaluer également les pertes subies par le pays liées à la corruption, au détournement? Je ne peux pas exclure qu'il y a de la corruption, mais ce qui est évident, il y a eu plusieurs procès où des corrompus et des corrupteurs ont été traînés à la justice. C'est ce qui est idéal d'ailleurs, parce que dans tous les pays il y a la corruption, mais pourvu qu'il y ait de la justice, qu'il y ait derrière, qu'il y ait des poursuites. Vous pensez qu'il y a de la justice? Oui, il y a eu des poursuites derrière. Deuxièmement, il y a eu fondamentalement des réformes au niveau juridique. Il y a la loi organique relative à la loi des finances qui a permis d'apporter des réformes substantielles en matière de maîtrise des dépenses publiques, mais également en matière de gestion des recettes. Ceci a un peu contribué à la réforme et aux chiffres qu'on a obtenus ces dernières années. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la corruption, certes, il y a de la corruption, il peut y avoir de la corruption, mais je vais vous dire, pour quiconque était en Guinée dans les années précédentes, comparé à la période actuelle, il faut se dire qu'il y a plus ou moins d'efforts. Nous souhaitons certes que l'effort aille encore beaucoup plus loin, mais il y a eu une certaine maîtrise au niveau de la corruption. Voilà, M. Mamadou Gandoba, il faut le rappeler, juriste spécialiste en gestion publique et consultant à la société civile, notre invité ce matin. On s'intéresse évidemment à notre rubrique, les grands défis, ce qui attendent réellement le prochain président de Guinée. Allez-y, Tamba. Alors, vous faites bien de parler d'Ebola, mais vu que vous en parliez d'ailleurs, vous nous tendez la perche, on va parler de l'après-Ebola. Vous parliez de ce plan de relance de l'économie des 3 pays qui ont été touchés par Ebola. Pour le cas guinéen, on aimerait vous entendre là-dessus. Dites-nous un peu plus, comment est-ce que ce plan il est conçu? Quelles vont en être les priorités? Les priorités de ce plan, ça va être d'abord la réforme de l'administration. Première des choses. Il faut réformer constamment l'administration. D'abord, c'est engagé, on doit mettre en place une école nationale d'administration. Il y a l'agence nationale d'informatisation de l'administration aussi qui est en place. Et il faut donc réformer considérablement la gestion administrative. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, il faut faire en sorte que les recettes soient mobilisées de manière constante à l'interne. Vous savez, la plupart des États africains comptent beaucoup plus sur l'aide extérieure. Or, l'aide extérieure, à elle, ça ne suffit pas pour développer les pays. Il faut mettre un accent particulier sur la mobilisation des ressources internes. Également, il faut créer un climat d'affaires propice pour encourager les investisseurs à venir. Oui, c'est fondamental. Plan. Que prévoit le plan évidemment, précisément par rapport à la production des ressources internes, comment est-ce que l'État compte s'y prendre? Allez, on va revenir dans un instant là-dessus. Nous avons en direct Dr Faya Milimono. Les grandes gueules. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, les grandes gueules. Oui, docteur, bienvenue. 7 des 8 candidats à l'élection présidentielle se sont retrouvés hier. Disons 5 étaient présents, 2 représentés. Et vous avez énuméré un chapelet d'anomalies et d'imperfections liées au processus devant conduire à cette élection présidentielle. Et vous menacez de boycotter. Écoutez, vous savez que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Nous voulons aller à des élections apaisées qui permettent aux Guinéens, après les élections, d'être ensemble pour relever les défis. Nous savons que la mouvance a passé toutes ces années à chercher à gagner du temps. Il y a des lois dans ce pays. Il y a des accords que nous signons. Il faut que ça soit respecté si nous voulons aller à des élections propres. Et puisque nous sommes des personnes responsables qui avons le souci de la paix dans ce pays, nous ne pouvons pas nous engager dans une aventure qui peut ouvrir la voie à une situation dangereuse pour notre pays. Excusez-moi, c'est très facile. Comment comprendre que chaque candidat ait déboursé 800 millions pour présenter sa candidature à une élection que vous qualifiez de déjà jouée? Écoutez, c'est vous qui dites que les élections sont déjà jouées. Ah, c'est ce que vous dites. Vous parlez de préparation de fraude d'une élection qui n'a pas, dont les résultats seront forcément contestés, et vous menacez même de jeter l'éponge alors que vous avez présenté votre candidature à cette élection. Bien entendu, nous présentons notre candidature en tenant compte d'un certain nombre de choses. Nous considérons que nous sommes une république qui a des lois qui doivent être respectées, et nous avons des accords qui ont été signés le vent. Et parmi ces accords-là, il y a un élément fondamental. Le seul consensus sur le fichier électoral aujourd'hui dans notre pays est qu'il est rempli d'enfants, de cadavres, de doublons.
Il y a des ministres qui sont 4 fois dans le fichier. Il y a des maires qui sont 14 fois dans le fichier. Ça, c'est connu. Un comité technique a été mis en place. C'est pour corriger cela. On continue à négocier autour de ce comité d'experts pour gagner du temps. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. Étant des personnes sérieuses et responsables, nous nous sommes réunis. Nous avons parlé d'une même voix pour dire que les anomalies que nous avons énumérées devront être corrigées pour nous permettre d'aller à des élections qui Alors, soient apaisées. Dr Faya, quel est le temps que vous vous donnez pour que ces anomalies soient corrigées et Ce avant... n'est pas à nous de donner Non, le temps. Mais en même temps, Les grandes gueules. le temps que vous vous donnez, parce qu'on s'achemine quand même de plus en plus vers la date du 11 octobre, mais en même temps, l'autre observation qu'on fait de cette situation, c'est que vous avez un pied dans le processus et un autre dans le doute. On a l'impression qu'on part à des élections, vous partez à des élections déjà contestées, que vous n'allez pas reconnaître les résultats. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre que tout soit épongé avant de vous jeter dans la course? Écoutez, d'abord, ce ne sont pas les candidats que nous sommes qui devons déterminer le délai pour nous permettre d'aller à des élections propres. Il y a un comité technique, un comité d'experts qui travaille sur le fichier électoral. Si on laisse ce comité aller en profondeur, voir les données biométriques et essayer d'extirper du fichier tous les enfants et toutes les personnes qui ne devaient pas être dans le fichier, eh bien, c'est eux qui vont nous dire combien de temps cela va prendre. Et je dois préciser que la CENI, après l'affichage qui a été fait, a identifié un ensemble d'anomalies. Ces anomalies doivent être corrigées. Au jour d'aujourd'hui, seulement la région administrative de Zéro-Corée, donc une région sur 8, n'est-ce pas, les éléments d'anomalie ont été pris en compte. Bien. Nous avons donc 7 régions administratives où les corrections ne sont pas encore faites. Ce ne sont pas donc les candidats qui vont dire quel est le délai. Nous exigeons simplement que les anomalies soient corrigées pour que les élections soient propres. Voilà, Dr Faya Milimono en direct ce matin chez le GG. Docteur, on va vous rappeler dans la deuxième partie de l'émission, évidemment, parce que c'est très intéressant. Voilà, toute l'équipe des GG, c'est la moins de 10 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.